L'endométriose. Cette maladie, qui touche plus de 180 millions de femmes dans le monde, et dont pourtant personne ne parle. Ces coups de poignard que l'on ressent, ces envies d'enfant qui ne deviennent qu'un lointain rêve, ces journées recroquevillées sur soi-même à souffrir parce qu'aucun médecin ne vous croit. Et toutes ces femmes, réduites au silence par l'incompréhension du monde. Ce combat qu'elles mènent toutes, c'est aussi le mien. Souriante, adorée de tous et débordante d'énergie, Sandra souffre pourtant en silence depuis son plus jeune âge. Ce n'est qu'au bout de 10 ans, en 2016, après son admission en urgence à l'hôpital de Paris, qu'un médecin émet enfin l'hypothèse de cette maladie, l'endométriose. Alors Sandra, tu as 22 ans et tu es atteinte de cette maladie qui est l'endométriose, mais finalement, qu'est-ce que c'est cette maladie ? Donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique grave qui touche les femmes uniquement de l'adolescence à la ménopause. Et donc en fait, nous, chez la femme, tous les mois, on a l'endomètre qui s'épaissit en vue d'accueillir un potentiel embryon. Et s'il n'y a pas fécondation, cette muqueuse en fait se désintègre et ce sont les règles. Voilà. Chez nous, les femmes atteintes d'endométriose, ce flux de sang en fait va remonter via les trompes pour aller s'attaquer à différents organes. Donc ça peut aller de l'utérus, les ligaments utérosacrés, ça peut aller sur le côlon, le rectum, ça peut aller sur les intestins, ça peut toucher le diaphragme, les poumons et le cerveau. Est-ce que du coup, il existe différents stades de la maladie ? Alors en France, nous on a 4 stades, je crois que d'ailleurs c'est dans tous les pays même stade. Vous avez le stade 1 qui est un stade, le stade le plus bas, mais c'est pas pour autant que c'est le stade qui fait le moins souffrir. Il y a le stade 2, 3 et 4 étant le plus sévère, donc c'est une endométriose profonde. Mais comme je disais, la douleur ne dépend pas du stade. Une femme qui a un stade 4 ne peut ressentir aucune douleur, et une femme en stade 1 peut avoir des douleurs atroces. Et toi, tu es en quel stade alors ? J'ai un stade 4, donc c'est la plus haute atteinte qu'on peut avoir. Après, il y a différents paliers bien sûr, mais mon atteinte, donc du coup, c'est une endométriose profonde pelvienne avec infiltration digestive. Et donc, tu es porteuse de cette maladie depuis la naissance finalement. À quel âge tes premiers symptômes se sont manifestés et surtout, pourquoi avoir été diagnostiquée aussi tard ? Alors du coup, on ne peut pas être malade dès la naissance parce que c'est une maladie en fait qui se déclare avec les règles. En fait, c'est vraiment, dès les premières règles, je pense que chaque femme qui est porteuse d'endométriose va avoir des symptômes plus ou moins présents. Après, ça se complique avec les années. Mais du coup, moi, j'ai commencé à avoir les symptômes dès mes premières règles, donc c'est-à-dire à 11 ans. Mes premières règles ont duré 2 mois. Sans interruption, ça a duré vraiment 2 mois entiers, où c'était un flux très abondant, c'est-à-dire que je devais me changer plusieurs fois par jour, que ce soit mes vêtements parce qu'ils étaient tachés, ou que ce soit mes protections que je devais changer, vraiment, c'était toutes les demi-heures, c'était vraiment important, donc je devais faire attention. Dans mon sac à 11 ans, c'est quand même plus compliqué d'avoir un sac rempli de protection hygiénique, d'avoir plusieurs sous-vêtements de rechange, voire des pantalons, puisque ça traversait le pantalon, ça traversait tout. Et c'était compliqué. Après, je réalisais pas vraiment à cet âge-là tout ce que c'était. C'était ma maman un peu qui gérait ça avec moi. Et à ce moment-là, tu t'es pas dit que quelque chose d'anormal il y avait ? Alors, en fait, je savais que c'était pas normal. Donc, c'était surtout ce flux vraiment, c'était hémorragique. Ça a été vraiment hémorragique. On m'a d'ailleurs prescrit un médicament qui s'appelle Surgestone, en fait, qui est pour les femmes qui sont en ménopause, en fait. C'est un médicament qui a stoppé, en fait, tout. C'est ça qui m'a aidé en fait, à avoir la fin au bout de 2 mois de ces premières règles. Donc dès 11 ans, tu as prescrit ce médicament ? Dès 11 ans, on m'a prescrit ce médicament et on m'a pas fait de diagnostic précis. On m'a pas dit que vous êtes atteinte d'endométriose, mais on m'a dit vous avez une hypertrophie endométriale. On connaissait pas vraiment l'endométriose et je pense que c'était ce qui se rapprochait le plus pour eux
de ce que j'avais. Donc on m'a pas vraiment diagnostiqué à cet âge-là, mais en tout cas, ils avaient déjà des pistes sur ce que j'avais. Après, à 11 ans, c'est très difficile de diagnostiquer l'endométriose. Et alors, comment justement tu as été diagnostiquée? Est-ce que tu peux un peu nous raconter ce jour qui a un peu tout changé? Alors en fait, c'était en novembre 2016. Donc, j'habitais à Londres et il se trouve qu'en fait, depuis une semaine, j'avais des douleurs vraiment... c'est-à-dire c'était des douleurs que j'avais jamais ressenties. J'avais 21 ans à cette époque. C'était des douleurs vraiment différentes de d'habitude. Parce que de mes 11 ans à mes 21 ans, bien sûr que j'ai souffert. Sauf qu'on n'a jamais su trouver ce que j'avais. Et donc en gros, on m'a mis sous pilule. Voilà, pour un peu faire taire en gros mes douleurs que je ressentais au quotidien. Et donc voilà, cette fameuse semaine donc, de novembre 2016 où j'ai des douleurs que je ne reconnais pas. C'est des douleurs qui démarrent de la fosse lombaire à gauche et qui irradient donc vers les organes génitaux externes. Voilà, je me laisse un peu de temps, je me dis c'est pas grave, enfin je pense que ça va passer. Et au final, ça ne passe pas du tout. Je laisse une semaine comme ça et au final à Londres, je fais un malaise. Et c'est là que je comprends que ça ne passera pas parce que les médicaments, ça ne me faisait rien. Ma maman est venue me chercher à Londres et m'a ramenée donc en France. Et arrivée à Paris, je me suis effondrée. Mes pieds sont venus me chercher à la gare et m'ont emmenée à l'hôpital Saint-Antoine. Et on m'a fait plusieurs examens, donc scanner, radio IRM, donc la totale, et plus plusieurs, enfin voilà, une CBU, enfin voilà pour l'urine, une prise de sang, enfin tout ça. Et on me dit que c'est un problème urinaire en gros, enfin tout ce qui est rénal, voilà, ça touche tout ce qui est rénal. Et je suis envoyée à l'hôpital Tenon qui est spécialisé donc dans l'urologie. Je suis opérée en urgence parce qu'ils décident de me mettre une sonde double J en fait. Une sonde double J, c'est ce qui va drainer les voies urinaires en fait. Donc vous avez une sonde qui part du rein et qui descend jusqu'à la vessie en fait. Parce qu'ils ont découvert que du coup j'avais une masse sur le rein gauche qui compressait en même temps l'urtère. Donc l'urtère c'est ce qui amène l'urine en fait du rein à la vessie. Voilà, mon rein gauche avait cessé de fonctionner littéralement. À ce moment-là, on ne décèle pas l'endométriose. On ne sait pas en fait si cette métastase en fait elle est bénigne ou elle ne l'est pas. Et combien de temps après, alors, on t'a dit que c'était l'endométriose? 1 mois après. Donc, tu étais sortie de l'hôpital? J'étais sortie de l'hôpital, je suis revenue en contrôle post-opératoire où on m'a fait une IRM, donc une IRM pelvienne avec injection, et où là tout de suite on m'a diagnostiqué en conclusion, il y avait endométriose pelvienne profonde avec infiltration du haut rectum et de la jonction recto-sigmoïdienne. Et donc c'est la première fois que tu entendais parler de tout ça? C'était la première fois que j'entendais parler d'endométriose en tout cas. Et alors quelle était ta réaction quand on t'apprend que tu es malade depuis des années et du coup on t'apprend aussi que c'est à vie? Est-ce que tu avais un petit peu cette incompréhension de pourquoi est-ce qu'on ne te l'a pas dit plus tôt? Et en fait, ouais, j'étais cette incompréhension en fait, de me dire pourquoi en fait on met presque 10 ans finalement à me poser un diagnostic en fait sur mes douleurs. Après, je suis rassurée dans le sens où on a enfin trouvé ce que j'ai. Et quand on m'explique ce que c'est l'endométriose, on me rassure en me disant que c'est une maladie dont on ne meurt pas. C'est pas une maladie, voilà, c'est des métastases bénignes, donc qui ne vont pas vous tuer, mais qui sont très douloureuses et très invalidantes. Et alors, quand on t'apprend cette nouvelle, quelle solution on te donne pour guérir la maladie? Cette maladie, l'endométriose, on n'en guérit pas. Et donc on me met sous ménopause artificielle pendant 7 mois, donc par injection, donc faite par une infirmière tous les 3 mois. C'est pas naturel comme procédé du tout, mais ça m'a sauvé des douleurs en tout cas. C'est en attendant, donc j'avais pas de règles, donc pas de douleurs. Donc pendant 7 mois, t'as pas eu beaucoup de douleurs ou pas du tout? Je n'ai quasiment pas eu de douleurs. Il m'arrivait d'avoir des douleurs dans le rein, sachant que j'avais ma sonde double J. Et du coup, en décembre 2017, je me fais opérer. J'imagine qu'en 22 ans, cette maladie, elle t'a fait vivre un enfer plus d'une fois. Qu'est-ce qui a été le plus dur à surmonter finalement? Et puis aussi, quel est le symptôme qui est plus dur à vivre au quotidien? La douleur en fait et tous ces symptômes réunis, voilà, toutes ces petites choses, nausées, vomissements, troubles digestifs, vertiges, maux de tête, tout ça réuni en fait, c'est ce qui fait que c'est un tout et très difficile à supporter. Alors on pourrait dire oui qu'il y a pire comme je dis, et même moi dans ma tête je me disais toujours qu'il y a pire, mais c'est quand même très difficile. Et alors, est-ce que tout ça, ça a impacté ta vie professionnelle? J'ai commencé un travail en décembre 2016
où j'ai direct expliqué la situation à ma responsable, qui a été au passage très très compréhensive. Il s'arrangeait pour me changer mes jours de repos quand j'allais à Paris en consultation. Il s'arrangeait, mes arrêts de maladie à répétition n'étaient pas un problème. Je ne sais même plus les compter, je ne sais plus combien j'ai eu d'arrêts maladie, en tout cas depuis que je travaille dans cette entreprise. Et des moments où, voilà, il faut savoir, on est amené à porter des cartons où moi je ne pouvais pas le faire. D'une part à cause de ma sonde, donc j'avais pas le droit de porter. C'est des journées debout à marcher sans arrêt, donc c'est très fatigant et quand on a mal, c'est vraiment pas évident du tout. Donc voilà, dès qu'elle me disait, dès que tu as besoin de te poser 5 minutes, même plus, franchement il n'y a pas de souci. Si tu ne peux pas travailler, voilà, tu viens nous voir, on te trouve un travail à faire assis, il n'y a pas de souci. Enfin, c'était vraiment, ils étaient tous très compréhensifs, c'est ce qui a facilité, on va dire, ma maladie dans la vie professionnelle. Je sais qu'il y a des femmes qui n'ont pas toutes cette chance-là, voilà, qui ne sont pas tous comprises par leur entourage professionnel et qui sont obligées qui sont parfois même virées, qui ne sont pas acceptées en CDI à la suite d'un CDD, licenciées, qui sont obligées de démissionner puisqu'ils n'arrivent plus à suivre un travail. Il y en a même qui ne peuvent pas travailler du tout. Ils savaient ce que j'avais, en tout cas je ne l'ai jamais caché. Et est-ce que quand tu étais à l'école, ils comprenaient aussi que tu n'allais pas à l'école à cause de la maladie, à cause des douleurs, parce qu'on ne savait pas que c'était une maladie à ce temps-là? Ouais, alors c'était plutôt, voilà, je venais pas à l'école parce que j'avais mes règles. Mais personne ne le voyait comme quelque chose d'anormal en fait. C'était vraiment, il y a beaucoup de filles qui souffrent en fait pendant leurs règles, mais pas forcément d'endométriose. Alors, voilà, la douleur n'est pas la même, mais elles souffrent quand même. Et je pense qu'ils voyaient plutôt ça comme des douleurs de règles. Et moi aussi d'ailleurs, je disais vraiment, je ne viens pas en cours aujourd'hui parce que j'ai mes règles et j'ai énormément mal. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne cette force d'avancer et surtout quel est ton état d'esprit face à la maladie? C'est pas que je l'ai mis de côté cette maladie, mais j'y pense beaucoup moins depuis que je n'ai plus ces symptômes, je n'ai plus de douleur. Je sais que je suis malade, je ne guérirai pas, que ça peut revenir, mais voilà, j'essaye vraiment de la minimiser un petit peu. Aussi pour moi, pour me protéger et pas attendre la douleur en fait, parce que je sais qu'elle peut revenir à n'importe quel moment. Et j'essaie vraiment de pas y penser et pas de me voir comme quelqu'un de malade en fait. Ce qui me donne la force d'avancer, concrètement, c'est ma famille. Mes parents, en premier, qui ont toujours été là. Il faut savoir qu'à mon opération au mois de décembre, donc j'avais plus d'une semaine d'hospitalisation, et ils sont restés les 1 semaine et demie sur Paris, voilà, pour venir me voir tous les jours. Ma soeur, mon frère, bien évidemment. Toi. Ma deuxième cousine, Angela. Un des moments où vous avez été le plus présent pour moi et c'est ce qui m'a aidée, évidemment, pendant ces moments-là, mais aussi depuis que je suis diagnostiquée. Donc voilà, c'est vraiment vous qui faites ma force première. Et donc tu nous disais que tu as été opérée en décembre 2017. Est-ce que tu peux nous dire un peu l'opération, comment ça s'est déroulé et tout ça? Il m'avait dit donc ce qu'il allait faire exactement. Donc sur mes lésions, il faut savoir que j'en avais sur les ligaments utérosacrés, utérus, ovaire gauche. J'en avais côlon, rectum et infiltration donc de l'intestin bas en fait. Et quand il en est venu au vice, donc j'avais des risques de stomie en fait. C'est une poche en fait qu'on vous met pour faire vos besoins hein, concrètement, c'est ça. J'avais des risques en termes de dysurie. Ce qu'on appelle dysurie, c'est les douleurs à la miction quand on urine. J'avais des risques d'autosondage plusieurs fois par jour pour aller faire pipi puisque je risquais de ne pas y arriver de moi-même. Ces risques-là qui étaient quand même des risques minimes, mais voilà, à 20 ans, vivre avec une stomie, ça me tentait moyen quand même. Je me suis réveillée en salle de réveil et la première chose que j'ai fait, j'ai soulevé la couverture. Et il faut mettre une couverture chauffante en fait jusqu'au menton. Donc voilà, j'avais très chaud déjà, donc j'ai demandé de retirer la couverture chauffante. Et j'ai vu une poche en fait sur mon ventre. Et je me suis mis à pleurer, je me suis effondrée. Voilà. Et donc l'infirmier qui était avec moi en salle de réveil, donc je l'appelle, parce
que je voulais savoir ce qui s'était passé, même si j'étais un petit peu dans le vent. Et je lui dis, mais cette poche et tout, qu'est-ce que c'est? C'est une stomie, Et en fait, il me dit que non. Dès qu'il me dit que c'est pas une stomie, je m'arrête de pleurer. Il me dit que c'est un drap en fait abdominal qu'on m'a mis en fait pour retirer le mauvais sang de l'opération, en gros pour que ça s'écoule et que ça évite les infections. Après, j'ai été plutôt contente de l'opération. Je suis très contente d'avoir dit oui pour cette opération. C'est la meilleure chose que je pouvais faire contre cette maladie. Et donc, tu as été diagnostiquée il y a 2 ans maintenant. Est-ce que c'est plus facile de vivre avec ça maintenant qu'on le sait? Et est-ce que c'est facile d'en parler autour de toi? Alors non, c'est pas facile d'en parler parce que c'est une maladie, c'est un peu tabou en fait. Voilà, c'est des symptômes, enfin voilà, j'en ai parlé, mais c'est des symptômes assez gênants. Donc non, c'est pas évident. Même là actuellement, de vous en parler, c'est pas évident d'en parler du tout. Alors moi, je voulais aussi savoir qu'est-ce que ta famille a pensé de tout ça. Mais du coup, je vais te leur demander, sans te demander à toi. Et donc, du coup, il y a 2 personnes proches de toi qui m'ont envoyé des messages. Alors, j'ai appelé ta sœur, qui m'a délivré un message pour toi et qui m'a demandé de te le lire. Je pense que dans beaucoup de monde qui ne connaissent pas l'endométriose, au début, je me disais que t'abusais. Les règles, ça fait mal, oui, parfois, mais bon, pas à ce point. Et j'étais vraiment bête de penser comme ça. Parce qu'en fait, t'as supporté des douleurs que beaucoup, et peut-être moi-même, ne supporterais même pas 10 minutes. Quand t'as commencé à être vraiment suivie, j'ai commencé à me renseigner sur la maladie. Et j'ai compris que t'étais pas du tout une chochotte, bien au contraire. Je pense qu'on ne parle pas assez de cette maladie, ce qui fait que les femmes qui en souffrent sont prises pour des chochottes, alors qu'elles sont tout le contraire. Tu as vécu avec la maladie sans qu'on te soigne, parce que tu n'étais pas diagnostiquée ou même pas suivie. Pendant des années, tu as eu mal, des règles anormales qui sont très gênantes, surtout pendant l'adolescence. Je pense que ça t'a gâché beaucoup de moments. Même une fois diagnostiquée et suivie, c'est pas forcément facile. Beaucoup de rendez-vous, d'examens, de médicaments et d'opérations qui t'ont parfois rendu très faible physiquement, mais jamais mentalement. Tu as supporté beaucoup de choses, des opérations lourdes et des post-opératoires parfois même moins faciles. Tu ne pouvais à peine marcher et tu perdais beaucoup de poids. C'est pas facile pour nous aussi, parce que te voir comme ça, sans qu'on puisse te soulager de ta douleur, on pouvait juste être là à tes côtés, à te regarder avoir mal, c'est vraiment pas évident, on se sentait impuissant. Et même s'il y a des moments où tu en avais vraiment marre, t'as jamais baissé les bras, t'as jamais lâché. Et pour ça, je t'admire beaucoup, tu es incroyable. On ne peut que respecter ta patience, ton mental et ta force. Je suis si fière d'être ta sœur, je t'aime. Donc ça, c'est ta petite sœur qui a dit ça. Elle a toujours été présente pendant tout ce temps. Alors du coup, ouais, elle a vécu ça avec moi. Donc elle a toujours vécu avec moi depuis que je suis diagnostiquée. Et elle est partie l'année dernière, voilà, faire le métier qu'elle voulait faire, qu'elle a toujours voulu faire, et qui lui va merveilleusement bien d'ailleurs. Et elle a toujours été avec moi. En fait, elle dormait avec moi, on dormait dans la même chambre. Donc elle m'a toujours vu souffrir en fait depuis le début. Et je me rappelle que des fois, elle me donnait des solutions au tout début, où elle me disait prends un Doliprane, prends un Spasfon. Et je lui disais ça marche pas, et je me rappelle qu'elle me disait mais t'en fais trop, voilà. Et c'est des discours qu'elle tenait plus. Au bout d'un moment, en fait, quand elle a très bien vu que c'était des douleurs que je pouvais pas gérer, ni les médicaments, ni moi, ni personne. Et elle était très compréhensive. J'ai été hospitalisée une fois en urgence, et c'est là que je la remercie d'avoir été là, parce qu'elle a vraiment mis de côté, en fait, on était en vacances. Et j'ai été hospitalisée d'urgence, en fait, et je suis restée à l'hôpital la semaine des vacances, en fait. Et elle est restée avec moi, en fait, elle a dormi avec moi, elle a fait des mains et des pieds pour pouvoir dormir avec moi à l'hôpital. Voilà, les infirmières ne voulaient pas, elle a insisté. Elle a dormi sur un fauteuil pendant 2 jours, voilà, juste pour me tenir la main et rester avec moi. Et voilà, je l'aime très fort, et voilà. Il y a une autre personne que j'ai contactée qui m'a écrit, c'est ta maman. Elle m'a répondu. Bonjour Camille, comment te mettre par écrit tout ce que j'ai pu ressentir, toute la fierté que j'ai pour ma fille, son courage, sa volonté et sa force face à la maladie. Quand j'ai été la chercher à Londres et qu'elle s'est écroulée sur le sol de la gare routière, mon univers s'est écroulé. Voir ma fille dans cet état, sans savoir comment la soulager, c'est très dur pour une mère. Mais elle a été bien plus que courageuse, bien plus que moi, plus forte. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester auprès d'elle, la voir souffrir, exprimer sa douleur, sans que personne n'arrive à la soulager, ni même le personnel médical. Jusqu'à ce qu'on lui pose sa première sonde et qu'il puisse enfin lui faire passer tous ses examens et poser un diagnostic.
Elle avait toujours une volonté de faire, pour surmonter tout ça, rassurer sa famille, malgré la douleur et l'inquiétude, surtout pour sa première opération de toute sa vie. Quand je vois le courage qu'elle a eu, la volonté du positif, malgré tout ce que les médecins lui ont annoncé au fur et à mesure, les examens, les prises de sang, etc., quand je vois comment elle a surmonté tout ça, je suis si fière d'elle. Je suis fière de toi, je t'admire, je t'aime de tout mon cœur. Tu es mon ange, mon amour. Ma maman, c'est celle qui m'a accompagnée à chacune de mes opérations, en fait, même pour mes changements de sonde, elle était là. Et il faut savoir que ma maman, elle a une maladie également, donc qui se rapproche de l'endométriose, qui est l'adénomiose, et qui fait également beaucoup souffrir. En fait, c'est qui reste concentré par contre dans l'utérus, en fait, c'est différent de l'endométriose juste dans ce sens-là, en fait, les douleurs peuvent être les mêmes. Et voilà, donc du coup, je sais qu'elle savait ce que je ressentais, vraiment. Et voilà, enfin, mes parents, ma soeur, mon frère même, c'est les meilleurs soutiens que je peux avoir puisque ils ont toujours été là pour moi depuis le début et surtout dans les moments comme ceux-là en fait où on se rend compte qu'on est chanceux en fait d'avoir des parents comme ça en fait, une famille comme ça qui nous soutient, qui m'a accompagnée, qui a posé une semaine de vacances pour pouvoir m'accompagner alors que c'était pas du tout des vacances, hein, clairement. Enfin voilà, je ne pourrais jamais les remercier pour tout ce qu'ils ont fait. Et je l'aime beaucoup. Alors du coup, depuis quelques mois, on commence à parler d'un peu plus de cette maladie, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de faire cette vidéo aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que tu ressens quand tu peux voir les autres reportages et émissions qu'on diffuse? Alors, ça fait 2 ans que je suis diagnostiquée maintenant. Et au début, à la télé déjà, zéro, j'en entendais pas parler du tout. C'était vraiment, il n'y avait aucun reportage, aucun témoignage, il n'y avait rien. Je trouve c'est une maladie comme une autre en fait. Je comprends qu'on se concentre pas dessus parce qu'il y a des maladies beaucoup plus graves, je suis d'accord, mais c'est une maladie, ça reste une maladie et ça reste une maladie chronique, invalidante et qui fait souffrir les femmes et c'est pas normal. C'est pas normal qu'on n'en parle pas assez ou voilà, où j'avais aucun moyen en fait de savoir ce que c'était, de savoir les symptômes de chacune, de savoir le témoignage de chacune, comment ça s'était passé pour elle, voilà, puisqu'il y avait rien. Voilà. Alors à ma 2e hospitalisation, j'ai rejoint en fait pendant que j'étais à l'hôpital un groupe en fait que j'ai trouvé sur Facebook qui s'appelle Endogirl. On est déjà 5000 dessus où on partage tous les jours. Voilà, tous les jours il y a des filles qui passent au bloc. Tous les jours je vois des photos de filles en tenue de bloc qui disent c'est mon tour. Voilà, des femmes qui sont en protocole FIV, fécondation in vitro. Parce qu'il faut savoir que aussi un des plus gros symptômes c'est l'infertilité. J'en ai pas parlé parce que moi pour l'instant je ne suis pas dans l'optique d'avoir un bébé. Donc je ne sais pas comment ça se passerait à ce niveau-là pour moi, mais je sais que c'est un des symptômes qui est le plus mal vécu par certaines femmes qui sont en essai de bébé depuis au moins 10 ans parfois. Et donc voilà, sur ce groupe on partage tout, nos symptômes, nos douleurs, on partage vraiment tout. Et voilà, après ça reste un groupe fermé, chaque endogirl ou famille d'endogirl. Et à la télé, donc, j'ai commencé à voir l'année dernière, je crois, un premier reportage sur l'endométriose. Et j'ai trouvé ça bien. Donc, Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as regardé ce premier? en fait, c'est peut-être pas la réaction de tout le monde, mais moi j'étais fière en fait qu'on en parle parce que je sentais que ça devenait important en fait pour certaines personnes, que ça passait plus sous silence et qu'on commençait enfin à comprendre qu'il fallait faire quelque chose en fait, qu'on ne pouvait pas laisser 180 millions de femmes dans le monde souffrir, qu'il n'y ait aucun traitement qui guérit. Je pense que c'est ce qui a forcé les gens à en parler, puisque ce qu'on attend toutes c'est un traitement qui nous guérit, quoi. Qu'on n'ait pas à se dire qu'est-ce qui va être, ça se trouve demain je peux apprendre que finalement mon endométriose est revenue, pardon. Et je pense qu'on est toutes dans cette peur-là, même celles qui sont pour l'instant, on va dire, en stagnation, qui n'ont plus comme moi, qui n'ont plus de douleur pour l'instant. On s'attend forcément à ce que ça revienne. Voilà, donc il est important d'en parler pour qu'on trouve des solutions et aussi pour prévenir celles qui ont des symptômes mais pour qui on n'a pas diagnostiqué l'endométriose.
il est important qu'on en parle. Et je pense que par contre, dans certains reportages, on minimise l'endométriose. On la rapporte à des règles douloureuses et à de l'infertilité. Je suis d'accord, mais c'est pas totalement ça. On a beaucoup d'autres. Je trouve qu'on ne parle pas assez des autres symptômes qui sont tout aussi invalidants. On la minimise un peu, je trouve, encore, mais j'ai l'espoir que ça viendra. Et bien sûr, j'ai accepté de faire cette vidéo, donc ça a été très compliqué pour moi parce que je n'aime pas en parler. Mais voilà, j'ai senti qu'il fallait le faire parce qu'on ne trouve pas assez de vidéos voilà, avec des témoignages où on explique vraiment voilà, ce qui s'est passé pour nous. Et voilà, je trouve que c'est important de le partager parce que bien évidemment, je ne suis pas la seule à souffrir. Voilà, donc je vais aider celles qui souffrent et qui ne sont pas diagnostiquées, celles qui souffrent encore actuellement tous les jours. Et voilà, j'ai fait tout ça parce que, bien sûr, je suis pas la seule. Je suis pas la seule.